أجواء إيجابية إن شاء الله. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, un fugitif s'est fait exploser samedi à l'aube lors d'un raid de l'armée à son domicile de Der Hamar, c'est au Liban Nord. Mohamed Hamze était impliqué dans 2 fusillades mortelles contre la troupe en 2014. Le secrétaire général du Courant du Futur, Ahmad Hariri, met en garde contre une prochaine guerre civile. Ces initiatives en cours pour mettre un terme à la vacance à la présidentielle échouent. Un acte de terrorisme, c'est l'hypothèse retenue par les enquêteurs après la tuerie de San Bernardino en Californie, perpétrée mercredi par un couple d'origine pakistanaise, partisan de l'EI. Barack Obama appelle les Américains à l'unité. Je vous le disais en titre, un fugitif s'est fait exploser ce samedi à l'aube alors qu'une patrouille de l'armée menait une perquisition à son domicile de Der Hamar, c'est au Liban Nord. Selon l'armée, Mohamed Hamze a d'abord lancé 2 grenades à main en direction des soldats. L'une d'elles a explosé et a fait 7 blessés dans les rangs de la troupe. L'homme s'est ensuite donné la mort en actionnant sa ceinture d'explosifs. 2 personnes ont été tuées, sa mère et sa nièce. Sa sœur a été blessée. Mohamed Hamze est accusé d'avoir tiré en 2014 en direction de 2 patrouilles de l'armée à Mankoubine, à Tripoli, et contre un point de contrôle de la troupe à Bedaoui, tuant 2 militaires. Pendant le raid, l'armée a également arrêté des Libanais et des Syriens complices présumés du fugitif. Les forces de sécurité libanaises multiplient les perquisitions dans les milieux islamistes depuis le double attentat suicide revendiqué par l'État islamique le 12 novembre dernier à Bourj Barajneh, dans la banlieue sud de Beyrouth. Si l'initiative échoue et la vacance présidentielle perdure, le président sera élu dans le sang. Une déclaration signée Ahmad Hariri, le secrétaire général du Courant du Futur, a mis en garde contre une prochaine guerre civile si le vide à la magistrature suprême s'installait dans la durée. Le chef des Maradas, Sleiman Frangieh, fait figure de favori à la présidence de la République. Son nom a été avancé par plusieurs leaders libanais dans le cadre d'un compromis. Pour l'heure, selon Hariri, les conditions de l'initiative ne sont pas encore réunies. Un acte de terrorisme, c'est désormais l'hypothèse retenue par les enquêteurs après la tuerie de San Bernardino en Californie, perpétrée mercredi par un couple d'origine pakistanaise partisan de l'État islamique. L'attaque a fait 14 morts. Le groupe djihadiste l'a revendiqué ce samedi dans un bulletin radiophonique quotidien, Al Bayan. Barack Obama a assuré que son pays ne se laisserait pas terroriser, appelant tous les Américains à l'unité. Mouna Benaïssa. Ceux qui l'avaient côtoyé décrivaient Sayed Farouk comme étant un homme poli, un fervent croyant qui avait décidé de s'installer à San Bernardino avec son épouse et sa fille. Il était timide, un peu réservé, mais il n'était jamais en colère. Il n'a jamais montré de signes d'agressivité ou d'émotivité. Difficile d'imaginer ça. Selon le journal britannique The Guardian, Sayed Farouk s'est inscrit il y a 6 ans sur un site de rencontres matrimoniales. Il avait alors indiqué aimer les livres religieux, voyager, dîner au restaurant, mais aussi s'intéresser aux armes à feu. Selon l'avocat de la famille Farouk, Sayed a peut-être été victime de moqueries sur son lieu de travail. Selon certaines informations, ses collègues avaient pris l'habitude de s'en prendre à lui, de rire de sa barbe par exemple. C'était quelqu'un de très introverti, très solitaire qui n'avait pas d'amis. Citoyen américain de 28 ans d'origine pakistanaise, Sayed Farouk était inspecteur sanitaire des services publics de San Bernardino. En 2013, il se rend en Arabie Saoudite pour effectuer son pèlerinage à la Mecque. Il restera 1 année dans le pays puis retournera aux États-Unis en juillet 2014, cette fois marié. Il épouse Tashfin Malik, une pakistanaise de 29 ans. La famille de cette dernière, originaire du Pendjab, avait déménagé en Arabie Saoudite. La jeune femme aurait rencontré Sayed Farouk sur Internet et aurait décidé rapidement de l'épouser. Le couple vivait depuis de façon très traditionnaliste, même en présence de leur famille. Elle n'avait aucune interaction avec les hommes de la famille Farouk qui n'avaient d'ailleurs jamais vu son visage car elle portait la burqa. Selon un porte-parole de Facebook, une personne du nom de Tashfin Malik avait indiqué sur le réseau social avoir fait allégeance au groupe État islamique le matin même de l'attaque.
Un acte de terrorisme, c'est désormais l'hypothèse retenue. Alors, je vous le disais, donc vous l'aurez compris, c'était donc l'hypothèse retenue par ces enquêteurs, donc après la tuerie de San Bernardino en Californie. Et sur ces images à l'écran, la situation en Syrie où de violents bombardements ont causé la mort de plus de 50 civils. Donc 50 civils, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Rien que dans la banlieue de Damas. Donc au moins 35 victimes ont été recensées suite à ces raids aériens en Syrie menés par l'armée de Bachar el-Assad. Et à Damas, les frappes du régime auraient visé la Ghouta orientale, le plus grand fief de l'opposition. Et sachez aussi que le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a déclaré au quotidien Le Progrès de Lyon qu'il n'envisageait donc plus un départ du président syrien avant une transition politique dans le pays. Paris propose notamment d'associer à la lutte contre l'État islamique une armée syrienne dont le président Assad ne serait plus le chef. Ils sont dangereux et probablement armés. 2 nouveaux suspects sont activement recherchés par les polices belges et françaises. 2 hommes contrôlés avec de fausses identités à la frontière hongroise, en compagnie du suspect clé des attentats de Paris, Salah Abdeslam. Un appel à témoins a été lancé. Voici les visages de 2 hommes désormais recherchés par les polices belges et françaises. Ils se font appeler Soufiane Kayal et Samir Bouzid. 2 hommes que l'on voit ici, filmés par une caméra de surveillance. Ils sont soupçonnés d'être des complices de Salah Abdeslam, toujours en fuite. Selon la police belge, Salah Abdeslam aurait été contrôlé le 9 septembre avant les attentats à la frontière entre l'Autriche et la Hongrie. Avec lui, 2 hommes avec de fausses cartes d'identité au nom de Samir Bouzid et Soufiane Kayal. Le 17 novembre, 4 jours après les attaques de Paris, la carte d'identité au nom de Samir Bouzid est utilisée depuis une agence bancaire de Bruxelles pour transférer 750 € sur le compte d'Asna Haït Boulassen, cousine d'un des terroristes tués dans l'assaut de Saint-Denis. L'autre carte d'identité a servi, elle, à louer cette maison dans la ville belge d'Auvelais, perquisitionnée sans résultat le 26 novembre. L'avis de recherche précise que les hommes sont dangereux et probablement armés. Il est la preuve que pour l'instant, ni la police belge ni la police française n'ont retrouvé la trace de ces 2 hommes. Bagdad appelle la Turquie à retirer ses forces de la région de Mossoul au nord de l'Irak. La Turquie fait partie de la coalition internationale anti-djihadiste. Hier, vendredi, 150 soldats turcs sont arrivés dans la région pour former les Kurdes, les forces kurdes irakiennes contre l'organisation État islamique, une violation de la souveraineté nationale selon Bagdad. Restez des nôtres, on se retrouve après cette pause. Retour sur le plateau de l'info, journée décisive pour la COP21. Dernière tractation ce matin, les négociateurs ont rendu leur projet d'accord à Laurent Fabius qui préside cette conférence climat. Ce texte devrait servir de base la semaine prochaine pour les ministres qui reprendront la main. L'ébauche fait 48 pages et contient encore beaucoup de crochets, des points non tranchés. La partie des financements reste la plus compliquée. À 17h, heure de Paris, François Hollande et le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, clôtureront officiellement cette journée. Ce texte marque la volonté manifestée par tous de parvenir à un accord la semaine prochaine, un accord élaboré par tous et pour tous. Bien sûr, le travail n'est pas fini. Nous ne sommes pas au bout du chemin. Des questions politiques majeures restent à trancher. Et il nous faudra, dans les jours qui viennent, toute notre intelligence, toute notre énergie, toute notre capacité de compromis et toute notre capacité de voir loin pour pouvoir arriver à notre résultat. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, une importante mobilisation des Sud-Coréens. Des dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés à Séoul. Ils accusent le président de sacrifier les travailleurs et les fermiers pour les grandes entreprises. La manifestation avait été interdite par le gouvernement, mais la Cour administrative de justice a levé l'interdiction en arguant que cette mesure n'était pas proportionnée aux risques allégués par la police.
130 kilos de cocaïne cachés dans des caisses de bananes à Venise. Grâce à des caméras de surveillance, la police italienne a pu démanteler un réseau de trafiquants membres de la mafia calabraise. Au total, 9 personnes ont été arrêtées. C'est la seconde saisie de drogue en 2 jours en Italie. Mercredi, la police a annoncé la saisie en 2 fois de 344 kilos de cocaïne pure d'une valeur estimée à environ 70 millions d'euros. Depuis un peu plus de 2 semaines, seuls les réfugiés syriens, afghans et irakiens sont autorisés à passer la frontière macédonienne. Toutes les autres nationalités restent bloquées, ce qui a donné lieu à des tensions cette semaine. Parmi ces personnes empêchées de passage, des Marocains, des Bangladais, des Algériens, des Pakistanais, des Ghanéens ou encore des Somaliens. Certains ont décidé de repartir à Athènes, dépités. Un des joyaux de la couronne britannique retournera-t-il un jour au Pakistan? Un avocat pakistanais a saisi la cour de Lahore pour exiger le retour du célèbre Koh-i-Noor, un des plus gros diamants au monde, 105 carats qui avait dû être cédé sous la contrainte à l'Angleterre à l'époque coloniale, selon l'avocat. L'affaire n'est pas nouvelle et on ne sait pas encore si le tribunal de Lahore mettra en audience cette requête. Le diamant aurait été offert à la reine Victoria en 1849 en guise de donation coloniale. Problème supplémentaire dans cette affaire, l'Inde réclame aussi la restitution du bijou serti sur la couronne de la reine d'Angleterre et exposé à la Tour de Londres. Une vente aux enchères organisée par Sotheby's à New York, des voitures des voitures de légende sont proposées comme la Porsche psychédélique de Janis Joplin. Ludovic de Foucault nous en dit plus. Lamborghini, Bugatti, Aston Martin, Pegaso. Pour Noël, Sotheby's a décidé de gâter les amateurs d'automobiles classiques. 31 voitures pour un total estimé à plus de 80 millions d'euros. Des véhicules très peu produits ou qui ont très peu roulé. Ou alors des modèles que les propriétaires ont modifiés pour en faire un objet unique. C'est le cas de cette Porsche 356 cabriolet de 1964 qui a appartenu à Janis Joplin. Quand elle a acheté la Porsche, elle était gris colombe. Et puis bon, c'est Janis, elle a décidé de se l'approprier vraiment. Alors elle est allée voir l'un de ses roadies, Dave Richards, un technicien de tournée. Elle lui a dit de se lâcher sur sa voiture. Elle l'a récupérée avec ses motifs psychédéliques. On trouve des champignons hallucinogènes ou des images qui représentent son groupe. Mais la vraie star de cette vente aux enchères, c'est ce bolide rouge vif. Une Ferrari 290 MM de 1956. MM pour 1000 les Miglia, les 1000, une course mythique. Sur les rares exemplaires qui ont été construits, ces voitures de course d'endurance très puissantes, propulsées par des V12, cette voiture est particulièrement importante du fait de son histoire. Elle a été pilotée par le gratin de la course automobile. Fangio, Wolfgang von Trips, Phil Hill, la liste est longue. Mais ce morceau d'histoire a un prix. Cette Ferrari pourrait devenir la voiture la plus chère qui ait jamais roulé. Elle pourrait être adjugée à plus de 25 millions d'euros. Et les animaux du zoo de Sydney fêtent Noël avant l'heure. Il n'est jamais trop tôt pour s'amuser. Les animaux du zoo, donc, en Australie, fêtent donc ce Noël. Ils ont reçu leurs soigneux cadeaux, des beaux paquets de cadeaux. Une initiative renouvelée chaque année, outre le plaisir du jeu qu'elle procure aux pensionnaires du zoo. Eh bien, cela permet aussi donc de développer leur aptitude naturelle pour gagner le droit de déguster leurs friandises. Eh bien, certains rivalisent d'ingéniosité en ouvrant leurs cadeaux. Fin de cette édition, le rappel des titres. Un fugitif s'est fait exploser ce samedi à l'aube lors d'un raid de l'armée à son domicile de Der Hamar, au Liban Nord. Mohamed Hamzeh était impliqué dans 2 fusillades mortelles contre la troupe en 2014. Le secrétaire général du courant du futur, Ahmad Hariri, met en garde contre une prochaine guerre civile. C'est une initiative en cours pour mettre un terme à la vacance à la présidentielle échouée. Un acte de terrorisme, c'est l'hypothèse retenue par les enquêteurs après la tuerie de San Bernardino en Californie, perpétrée mercredi par un couple d'origine pakistanaise, partisan d'État islamique. Barack Obama appelle les Américains à l'unité. Très bon week-end, à demain. أجواء إيجابية إن شاء الله.